Bonjour, aujourd'hui on va voir la philosophie du droit. Alors, je ne sais pas si je le fais en deux parties ou en une. Bon bref, je commence. Donc le problème de la définition du droit. Introduction, qu'est-ce que le droit? D'où tire-t-il ses fondements? C'est une sorte de domaine normatif prétendant à l'universel, aux règles de conduite humaine s'apparentant au domaine de la morale, de la religion, des conventions sociales, de la politesse et dépendant de chaque culture. Qu'est-ce qui le distingue des autres champs normatifs? Et qu'est-ce qui l'en approche? Et qu'est-ce qui l'en rapproche? Quels sont les critères de condition de validité d'une norme juridique? Et qu'est-ce qui les justifie? Quelles raisons le sujet doit-il se conformer aux lois? Y a-t-il une légitimité morale derrière, une justification? Théorie philosophique du droit. Élucider les conditions de validité juridique. Expliquer le caractère normatif du droit. Deux traditions philosophiques s'opposent. Moyen-Âge tardif, le droit naturel rajoute le critère d'ordre moral. Et au XIXe siècle, sévèrement critiqué par le positivisme juridique, Bentham et Austin, découlant sûrement de Hobbes, s'en tiennent principalement à l'ordre social. La question du critère de la validité juridique. Deux thèses s'opposent. La thèse sociale, droit, phénomène social, critère dans les faits sociaux, et pas dans un devoir-être, mais dans un ce qui est. Pour Hobbes, le droit est un instrument de souveraineté politique. Les positivistes se situaient comme Hobbes. Ensuite, ils abandonnèrent cela pour définir les règles sociales comme validité juridique, règles de reconnaissance, légitimant la création, modification ou annulation des normes juridiques, forme de réductionnisme, contrairement aux partisans du droit naturel, norme valide car morale universelle, non réductionnisme car norme extra-juridique. La thèse séparationniste coupe les deux champs du droit et de la morale. Une loi peut être, même si elle choque notre conscience morale. Le positivisme n'implique pas le légalisme, toujours obéir aux lois. Il peut d'ailleurs, sans se contredire, rejeter la thèse augustinienne « une loi injuste n'est pas une loi » et pour des raisons morales, refuser de se soumettre à telle loi. C'est simplement que les positivistes disent qu'une loi n'a pas besoin d'être morale pour être une loi. D'ailleurs, certains dans la lignée de Hobbes ont soutenu qu'obéir au souverain est toujours préférable que lui désobéir. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que quand même la philosophie du droit est intéressante et elle nous apprend finalement plein de choses. La théorie du droit naturel. Accepter des lois iniques serait contraire à la raison. La norme morale rationnelle mérite notre obéissance. Partons des thèses de Thomas d'Aquin. Toute loi est un modèle de conduite rationnelle. La loi est ce qui guide nos actes. La raison, notre mesure, qui ordonne la fin. Quand je dis la fin, toujours en philosophie, c'est la finalité. Pour Thomas, le bien commun, en l'occurrence, et pour beaucoup de philosophes, car souvent l'objet de la philosophie, on va dire que c'est ça, c'est l'atteinte du bien commun, le bonheur de tous. On peut dire que la norme de Thomas est le bien commun, loi métapositive. Débat entre les commentateurs, s'agit-il d'une description ou d'une norme? L'a-t-il simplement décrite ou en a-t-il institué les obligations et de devoir lui obéir? Toute loi humaine s'enracine dans la loi naturelle. Cependant, le droit humain ne reflète pas que cela. Thomas y insiste. Il détermine les indéterminés du droit naturel. Loi nécessairement norme rationnelle de conduite au sens fort du terme. Un carré n'a que 4 côtés, caractère absolu. Loi plus conforme à la loi naturelle, qui donc n'est plus une loi. Fini, non pas fini, finis,
Alors, j'ai écrit un nom et je ne sais même pas ce que j'ai écrit comme nom. Je crois que j'ai écrit finesse. Bon, je ne suis pas sûre. En donne une lecture plus mesurée. Loi injuste n'est même pas une loi et c'est une assertion fausse. Prenons l'exemple du guépard qui ne court plus vite. Il fait toujours partie pourtant de l'espèce des guépards, mais ne correspond plus à la norme des guépards, qui est de courir vite. Même Hobbes a parlé de quelques cas de légitime désobéissance, respecter des ordres absurdes, homme condamné à mort. Car celui qui est conduit à sa mort peut désobéir, sachant que le pacte social était d'échapper à la peur de la mort, omniprésente à l'état de nature. Donc cette idée reste très intéressante. 3 formes contemporaines de positivisme juridique. Contemporain, donc Austin, Hart et Kelsen. Approche se voulant scientifique, laissant les considérations morales de côté. Comment fonctionne le droit? La théorie du commandement de John Austin. Une règle est juridique que si des sanctions lui sont appliquées en cas de non-respect, théorie associée à Hobbes et Bentham. Norme juridique, menace de sanction de la part du souverain. Loi égale commandement, normativité égale prédiction par le sujet en cas de non-respect du commandement d'un mal pouvant lui arriver. Et donc, il y a un désir d'y échapper à la sanction. C'est une conception réductiviste vivement critiquée par Hart. Donc, le positivisme juridique de H.L.A. Hart. Le droit ne doit pas être qu'associé à la sanction. Il l'est aussi, seulement c'est résoudre problèmes de coordination, mise en avant, modèle de conduite, valeurs communes proclamées, trancher des disputes, etc. De plus, système impliquant règles premières, citoyens et secondes pour les officiels, faire évoluer la législation. L'erreur d'Austin est de s'être concentré sur le pénal. De plus, parlons aussi des contrats entre 2 personnes ou testaments, ce sont des conventions, ce qu'il convient de faire et non des commandements. C'est une force contraignante conférant du pouvoir aux citoyens. Règle fondamentale pour Hart, règle de reconnaissance. Base du système juridique, valeur juridique. 2 conditions du système juridique. Obéissance des citoyens par peur des sanctions ou obligations. Règle de reconnaissance des officiels. Hart critique l'empirisme d'Austin dans le droit. Le citoyen n'obéit pas simplement par habitude ou peur de la sanction, il obéit car les lois ont un critère de reconnaissance, de validité. La victime de l'homme armé obéira plus par nécessité que par soumission à une règle. Forcément, ce sont en ce sens des raisons d'agir. Du coup, Raz, à l'instar de Hart, nous théorise la normativité du droit sous l'angle de l'autorité. Droit, institution sociale. Dotée d'autorité, il faut qu'elle prétende à cette légitimité, mais elle peut échouer. Elle est légitime si elle aide les sujets à mieux se conformer à leur action par de bonnes raisons. C'est l'équilibre des raisons. Par exemple, la limite légale imposée sur les routes, l'automobiliste va temporiser sa raison et suivre cet indicateur qui est pour lui légitime que si c'est lui qui l'aura institué directement. Il confère une légitimité à cette autorité qui aide les gens à agir. Elle doit posséder 2 caractéristiques. Ces directives doivent être identifiables comme indices d'autorité. L'efficacité ne rentre pas en compte là-dedans. On ne doit pas recourir au rationalisme pour se demander si cette autorité est légitime, car elle doit justement s'y substituer, sinon elle ne serait plus légitime. C'est une confiance en l'autorité. Elle doit aussi avoir une capacité d'auteur, opinion sur la manière de se comporter de ces sujets sans que le raisonnement de ceux-ci intervienne. Donc sa théorie est un soutien puissant au positivisme juridique exclusif. Norme juridiquement valide, dotée d'autorité, où la morale ou autre ne rentre pas en compte car justement sa fonction est de s'y substituer. La théorie de Raz agite, je ne sais pas si on dit Raz ou Ra, c'est R-A-Z, agite les débats contemporains dans la philosophie du droit. C'est toutefois intéressant ce qu'il dit, petite note personnelle. Le positivisme juridique de Hans Kelsen, méthode qualifiée de néo-kantienne, condition de possibilité des normes juridiques, car chaque conclusion normative, exemple ne pas rouler à 90 km/h, découle d'une prémisse.
elle, est valide car elle est engendrée par une prémisse plus fondamentale. On peut continuer ainsi jusqu'à remonter à la norme fondamentale, ultime norme au sommet de la pyramide de la validité juridique. C'est un peu comme la règle de reconnaissance chez Hart, sauf que chez ce dernier, elle est plus d'ordre pratique. Kelsen propose une théorie pure du droit, finie avec l'éthico-politique. Bienvenue à l'autonomie du droit. Il se distingue d'avec son maître à penser. Jelinek, ça doit être Jelinek. Alors des fois, me demandez pas, il y a quand même beaucoup de noms en philosophie, donc des fois j'écris des noms parce que c'est mes notes que je revois. Et je ne sais plus si c'est bien ça que j'ai écrit. Il y a des noms qui sont plus parlants que d'autres. Et là, je crois que ça doit être Jelinek, ouais, c'est ça. Qui, outre sa théorie de la domination, voit aussi en l'individu une personne qui doit être considérée comme autonome. Libéralisme, considération morale. Cependant, la volonté de l'État reste première, dépassant les droits subjectifs. Kelsen critique cette dernière. Il veut en revenir à une scientificité. Extraire tout psychologisme ou pensée téléologique, élément extra-juridique, et faire du droit une entité autonome. Et il ne faut pas rabattre le droit sur d'autres sciences, nature ou sociale. Pour Kelsen, un acte devient légalement normatif par l'intermédiaire d'une autre norme légale supérieure, une pyramide remontant jusqu'à la Constitution. C'est une approche systémique. Mais d'où vient la légitimité de la cause première? De la Constitution? Donc pour Kelsen, nous n'avons pas le choix de présupposer que cette norme soit valide, norme fondamentale. C'est une prémisse normative. Nous n'avons pas le choix de faire autrement, ça serait briser la loi de Hume. Car on ne peut pas déduire le devoir-être de l'être. Il faut nécessairement une assertion prescriptive parmi les prémisses. Il ne peut pas y avoir que des descriptives. Il nous faut un guide, un fondement, une prescription, un principe fondamental. Maintenant, parlons de l'efficacité de la norme juridique chez Kelsen. La norme peut être juridiquement valide, même si personne ne lui obéit. Elle est valide car elle appartient à un système. Et son efficacité est si la population suit cette norme. On en arrive à son relativisme et réductionnisme. Nous pouvons déjà faire une analogie avec l'argument transcendantal chez Kant. Les devoirs à être existent car la norme fondamentale est posée chez Kelsen. Chez Kant, les catégories de l'entendement posent la connaissance rationnelle universelle. Kant répondait au scepticisme de Hume. Kelsen a évolué dans sa théorie du droit où il part de cet argument de type kantien pour rejoindre une approche plus humaine. La question est controversée. Il est cependant plus proche du scepticisme de Hume que du rationalisme de Kant. On ne peut fonder objectivement la moralité. La norme fondamentale n'est pas le socle de la connaissance humaine, c'est une option. L'anarchisme est aussi une option. La norme est acceptée par ceux qui l'acceptent. La rationalité ne nous y contraint pas. Il n'y a pas de nécessité. C'est une condition. Nous pouvons faire l'analogie avec la religion, norme fondamentale des commandements à qui les adeptes obéissent. La norme est validée par ceux qui lui obéissent. Ça serait un choix où la raison n'interviendrait pas ou peu. Décisionnisme. Nous pouvons pousser le raisonnement dans le relativisme où si un système est renversé, la nouvelle norme fondamentale sera créée. Ensuite, Kelsen nous parle de la supériorité d'une norme fondamentale juridique internationale qui prévaudrait sur celle de chaque État. Il est difficile de concilier ces deux approches de la norme fondamentale relativiste à chaque État et une supplantant celle-ci. On va terminer donc par l'insuffisance du positivisme juridique selon Ronald Dworkin. Pour Dworkin, la frontière est floue pour déterminer le droit et sa valeur juridique. Nous sommes contraints, selon lui, dans certains cas particuliers, d'y incorporer des considérations morales. Au cours de 1970, Dworkin introduit la notion des principes juridiques. Règle égale tout ou rien. Principe égale manière moraliste de trancher, pas absolue. Les principes juridiques sont un entre-deux entre les faits, décision légale, et considération morale et politique, interprétation. Pour d'autres philosophes du droit, c'est le degré de généralité qui constitue du flou. Dans la norme juridique, là où Dworkin nomme cela principe. Pour Dworkin, la thèse séparationniste entre droit et morale est impossible. Hart soutient que l'interprétation joue un rôle, mais très limité dans le droit. Exemple du chemin interdit aux véhicules. Oui, mais quel véhicule?
Ce rôle n'est pas arbitraire, mais approprié, vraisemblable, sur l'exemple du véhicule, qui n'est pas précisément indiqué. Le juge se demandera si l'intention qui présidait à la loi est compatible avec la circulation du type de véhicule. Mais selon Hart, la plupart du temps, la loi est claire et elle ne pose pas de problème d'interprétation. Dworkin, morale inhérente au droit, ressemblant au positivisme inclusif, qui lui, à contrario, pose la morale comme contingente. Ces partisans de ce positivisme inclusif acceptent la thèse sociale. Ce sont les faits sociaux et non les valeurs morales qui déterminent la validité de la norme juridique. De plus, il est important de se demander quelle est la valeur de la morale. Connaissance objective, c'est très discutable. Et en ce sens, le droit y serait subjectif. C'est en ce sens une conception relativiste de toutes les valeurs favorables aux sceptiques sur la véritable nature du droit qu'on ne pourrait fonder. Voilà, je vais faire cette philosophie donc du droit en 2 parties. Donc pour cette partie, je vais m'arrêter ici.